Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin ici à l'Opéra-Restaurant de Paris. Nous sommes très heureux avec Philippe Leduc, avec Renaud Degas, avec Françoise Millet, de vous retrouver pour ce nouveau débat des contrepoints de la santé. L'adaptation ou la réforme de notre système de santé passera ou ne passera pas par les actions de terrain et pas seulement évidemment par les politiques nationales. Les réformes ne réussissent ou ne réussiraient que quand les professionnels et les acteurs impliqués et intéressés s'en saisissent directement dans les territoires. Les initiatives sont nombreuses, peut-être le sont-elles trop d'ailleurs. Des sigles font florès, les CPTS, les PTA, les TSN, les maisons de santé, c'est pas tout à fait un sigle, mais on comprend mieux, les PAERPA, mais aussi les GHT, etc. Le maître mot de tout cela est en coordination, coopération, parcours de soins. Nous devons nous interroger maintenant, ici et maintenant, sur ces nouvelles politiques et ces nouvelles stratégies de santé, sur la capacité des institutions et des acteurs locaux, régionaux, institutionnels et professionnels à agir, à réformer les organisations et les pratiques. Quelles sont les approches respectives des uns des autres et surtout les moyens d'agir. Alors, pour en débattre, ce matin, ici, avec nous, avec vous et avec celles et ceux qui nous regardent notamment qui peuvent dialoguer avec nous sur www.contrepoint-santé sur Twitter en particulier. Aurélien Rousseau, le nouveau directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Nous sommes contents de vous rencontrer et de vous connaître. Et Luc Duquesnel, médecin, président des généralistes de la Confédération, la CSMF. ENA, Conseil d'État, vous avez travaillé, Aurélien Rousseau, à la mairie de Paris, vous avez des fonctions importantes, mais également dans les cabinets ministériels, chez l'ancien Premier ministre Manuel Valls, mais également Bernard Cazeneuve, et enfin, ça c'est original, à la Monnaie de Paris. Est-ce que vous êtes un vrai Parisien? Non, en réalité, vous n'êtes pas tout à fait Aurélien Rousseau, un vrai Parisien, parce que je ne peux pas l'oublier, vous êtes bien né dans une capitale, mais c'est la capitale des Cévennes. Voilà, j'ai le plaisir de le dire à l'aise, absolument. Je ne pouvais évidemment pas ne pas l'évoquer. En tout cas, vous êtes effectivement aujourd'hui un acteur central de ce système de santé parisien, en tout cas, de la région Île-de-France. Et notamment, vous avez été appelé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à faire un rapport, on en reparlera, sur le management dans les hôpitaux en particulier. Luc Duquesnel, vous êtes également, vous aussi, de la France, au bon sens du terme, de la France profonde, enfin, en tout cas, ça c'est très parisien, France profonde, en réalité de Mayenne, et même de la ville de Mayenne. Vous êtes un médecin très engagé, vous avez souvent pris des initiatives originales sur votre territoire, vous nous en reparlerez, mais vous êtes surtout le président d'un syndicat actif, celui des généralistes à la Confédération, je l'ai dit, la CSMF, et vous allez parler devant, je crois qu'il est dans la salle, Jean-Paul Ortiz, le président de la CSMF, qu'on est heureux de retrouver. Voilà, je voudrais donc vous rappeler le hashtag Contrepoint Santé. Nous écouterons les questions de la salle, notamment que vous avez posées grâce à Renaud Degas. Odile Pexoto de BVA nous fera part du sondage, fort intéressant, et je remercie évidemment nos partenaires, donc BVA, mais aussi Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, le président est là, MSD, je salue notre ami Götgeber, Point Vision et CARE, je salue nos confrères et amis journalistes. La première question, mon cher Philippe. Merci Pascal. Pascal a tout dit. L'enjeu des territoires est fondamental, très important. On a l'impression que tout doit se passer sur les territoires, mais on ne sait pas très bien comment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Aurélien Rousseau, vous êtes arrivé il y a quelques mois, en juillet dernier, à l'ARS Île-de-France. Quelle était votre première impression face à la multitude des missions et des choses à faire au niveau de l'Île-de-France, ce monstre quelque part, quelle était votre première impression, votre objectif? Et puis tout de suite, Luc Duquesnel, alors vous connaissez bien les ARS, vous connaissez bien la médecine, le terrain. Quel conseil vous donneriez à l'administratif en chef d'une région importante? Alors Aurélien Rousseau, votre première impression, est-ce que vous ne regrettez pas la monnaie? Alors, ça dépend pourquoi. Pour la vue sur la scène et le bruit des pièces de monnaie, un petit peu toujours. Vous voulez dire que c'est mieux qu'à Saint-Denis? Voilà, mais non, la première impression, elle est d'abord celle, et ça fait le lien d'un foisonnement d'initiatives.
En fait, quand on prépare son arrivée, je ne suis arrivé que le 3 septembre, donc quand on prépare son arrivée, on lit le PRS. J'avais pas mal travaillé à la demande de la ministre sur la stratégie de transformation du système de santé. Et après, dès qu'on est plongé, dès qu'on fait les visites, dès qu'on va voir les professionnels, que ce soit en ville, à l'hôpital, on s'aperçoit que partout, en fait, des choses ont été faites à façon, sur mesure, inventées. Parce que là, il y a des médecins hospitaliers qui sont ouverts sur la ville depuis longtemps. Là, il y a des professionnels de ville qui s'intéressent à la coordination. Et qu'en fait, un peu sous les radars, beaucoup de choses se font, se construisent. Et au fond, mais on y reviendra sans doute, le sujet, c'est que tous ces acteurs-là, ils se disent que la puissance publique dans son ensemble, elle est là pour accompagner et faire grandir les projets qu'ils ont conçus, et pas pour plaquer une réponse nationale qui viendrait d'en haut. Deuxième élément, et je m'arrête, de grande, vraiment, mais c'est un des points essentiels du plan régional de santé, c'est que l'Île-de-France, c'est une région, j'enfonce une porte ouverte, mais où les inégalités sont criantes, où la démographie médicale est le sujet majeur dans la plupart des départements. Elle est, de façon globale, elle est dans les 5 ans qui viennent. Dans les 5 ans qui viennent, en Seine-et-Marne, le tiers des médecins généralistes seront partis à la retraite. On est dans une région où la moitié des habitants n'ont pas accès, dans des conditions dites normales, à un médecin généraliste. On est dans une région où il y a des départements entiers où il n'y a quasiment plus sur certaines spécialités de médecine de ville. Donc on est dans quelque chose où le plan, les déserts médicaux, tous ces mots qu'on entend beaucoup évoquer pour parler des territoires. Île-de-France, premier ou deuxième désert médical de France. Je pense que, moi je n'aime pas le dire comme ça, oui, mais je pense aussi que s'il y a un endroit où la coordination, notamment entre la ville et l'hôpital, entre les différents professionnels, peut produire et peut être une réponse, c'est là. Parce que par ailleurs, il y a des ressources extraordinaires. Alors Aurélien Rousseau, vous l'avez dit, il y a un foisonnement d'initiatives, il y a des difficultés d'accès aux soins. Mais quand vous êtes arrivé, est-ce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas dit, l'ARS doit changer de posture, doit changer de paradigme, et vous l'avez un peu dit, est-ce que c'est ça votre vision, d'accompagner les professionnels sur le terrain et de faire en sorte que ces initiatives soient plus cohérentes, soient coordonnées, etc. C'est ça votre difficulté? Je peux compléter? Bien Est-ce sûr. que c'est votre vision ou est-ce que c'est la vision du gouvernement du pouvoir? Est-ce qu'il y aurait une nouvelle vision de ce que on y reviendra, de ce que doivent être les ARS? C'est ce que dit la ministre, hein, un peu, c'est-à-dire être plus en aide, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est ça votre vision de l'ARS? Oui, c'est ma vision de l'ARS et c'est ma vision en général. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de transformation et ça serait assez étonnant qu'on demande à tous les professionnels de se transformer, aux hôpitaux de se transformer, aux dispositifs de prévention de se transformer et que nous, structures administratives de régulation, on considère qu'on est dispensé de transformation. Donc nous devons profondément nous transformer. Mais après, et c'est pour ça que moi je suis vraiment attentif, dans les faits, aujourd'hui, par exemple sur les soins non programmés ou la permanence des soins, on a ces dispositifs très agiles, très souples, qui sont pas, il n'y a pas un côté usinage de solutions toutes faites. Donc oui, nous devons nous transformer, nous devons être beaucoup plus des ensembliers, des acteurs du territoire, de l'animation, et après ça, en même temps, à la fin du jour, on a aussi des obligations parce que, si je le résume en une phrase, le principe d'égalité, qui est ce à quoi nous sommes tous attachés, ça n'est pas de déployer partout sur le territoire les mêmes solutions, c'est de déployer des solutions adaptées au territoire pour permettre l'accès égalitaire à un parcours. Toute la difficulté là. Voilà. Mais à la fin du jour, nous devons bien être garants de ça aussi. Aussi et surtout. Luc de Quesnel, alors vous êtes un vieux routier des relations avec l'administration, avec l'ARS sur le territoire. Vous avez connu plusieurs directeurs et directrices d'ARS en Mayenne. Quel conseil alors vous donneriez, parce que vous avez participé à beaucoup d'initiatives, que ce soit les CPTS, que ce soit les maisons de santé, les PTA, enfin tous ces sigles dont on ne comprend plus très bien à quoi ils correspondent. Quel conseil très concrètement?
Bon, je crois qu'avant de lui donner des conseils à Aurélien Rousseau, je pense qu'il n'en a pas besoin quand je vois déjà ce qui se met en œuvre, parce que ce que je lui disais tout à l'heure sur le soin non programmé, en tout cas l'ARS, mais comme avant 2010, l'URCAM. Quand on est professionnel de santé libéraux, c'est un acteur essentiel pour nous, professionnels de santé libéraux. Quand on est porteur de projets, des projets innovants, dérogatoires, mais aussi quand on est en responsabilité dans le cadre des URML et aujourd'hui des URPS médecins. Et d'ailleurs, on le voit, et non seulement c'est un acteur essentiel, l'ARS, mais on s'aperçoit aussi que la politique de l'ARS est très dépendante des directeurs d'ARS. Et on le voit au changement de ces directeurs d'ARS. Je suis dans une région, j'ai connu Marie-Sophie de Saulles, Cécile Courrèges, changement. On parlait de Pays de Loire, hein, en Mayenne. Les Pays de la Loire. Et voilà, avec des écoutes différentes, et on sait qu'aujourd'hui, une directrice d'ARS qui est dans la salle. Oui, il y en a plusieurs. Anciennement Languedoc-Roussillon, voilà. Et les professionnels, moi, c'est les retours que j'ai encore aujourd'hui dans certaines régions, aujourd'hui, très clairement, les professionnels de santé libéraux ont du mal à mener, à dialoguer avec l'ARS pour mener à bien des projets. Alors, moi, je vois... Pourquoi et quels conseils quand même alors? Mais tout simplement parce qu'il y en a qui sont plus sur une sensibilité hospitalière. Si je vois sur la permanence des soins, les réponses différentes qui sont apportées dans des régions, alors même si les besoins ne sont pas toujours les mêmes, mais aussi c'est aussi des méthodologies de travail. Et entre autres, j'ai vu tout le travail que fait la région Île-de-France sur le soin non programmé. La méthodologie de travail, c'est-à-dire l'analyse de quels sont les patients qui vont dans les urgences. Je veux dire, avant de vouloir mettre en place des réponses, mobiliser les acteurs pour répondre à la problématique du soin non programmé, et entre autres mobiliser la médecine libérale, je veux dire, c'est quoi, de quoi on parle, hein? C'est vrai qu'il y a des éléments, me dire que, je sais plus, alors je veux dire ça de tête, j'ai vu ça il y a 3-4 semaines, je crois à peu près 40% des patients ont vu leur médecin traitant la veille, ça m'interroge, je veux dire que le lendemain ces patients-là se retrouvent aux urgences, que c'est quand même aussi une cible de 15 à 20% de patients qui représentent tous les passages aux urgences. Donc comment, avant de mettre en place des actions, je veux dire de quoi on parle, et associer les acteurs comme vous le faites, moi ça me semble essentiel parce que je veux dire il y a d'autres régions, finalement il y a des plans qui tombent, il y a un PRS et puis voilà ce qu'on doit faire. Et Luc Ducanet, vous avez parlé de méthode. Est-ce qu'au niveau de la méthode, il y a des choses à faire, des structures à mettre en place au niveau des ARS pour que toutes ces initiatives sur le terrain deviennent cohérentes, harmonieuses et fassent progresser les choses? Pascal. Et refuseriez-vous ou ne refuseriez-vous pas qu'il y ait quand même également, une relation d'autorité, en réalité, d'obligation, parce que l'administration a également, de ce point de vue-là, des garant de la qualité et de l'accès aux soins. Alors oui. Bon, chacun sait, on n'est pas idiot, que finalement le financeur a quand même une certaine autorité. Il a le pouvoir de ne pas payer, et que s'il ne finance pas, globalement, les actions ne se mettent pas en œuvre. Au-delà, je crois que ce poids-là ne doit pas être trop pesant, parce que bon, s'il y en a un qui a le pouvoir de financer, il y a aussi les autres qui ont le pouvoir de faire ou de ne pas faire, hein. Et que les acteurs de terrain, très clairement, si on ne travaille pas en parfaite coopération et sur le bilan, je veux dire, la méthodologie, c'est d'abord, c'est quoi les besoins de notre territoire? Et en effet, je veux dire, dans une région, les départements sont différents et au sein des départements, c'est différent. Quels sont les acteurs en place? Je veux dire, on le voit d'ailleurs au niveau des CPTS, je veux dire, des actions qui vont être mises en place. On va en parler, oui. Et c'est la même chose pour le soin non programmé, pour les problèmes d'accès aux soins du premier et du deuxième recours. Les problématiques sont différentes. Et après ça, quelles sont les forces en présence? Mais sur la façon de travailler pour oui, mais c'est ça, je veux dire, c'est la méthodologie. Je veux dire, on met tout le monde autour de la table et on met tout le monde. Et à partir du moment où on partage un constat, qu'on soit professionnel de santé libéraux, qu'on soit établissement de soins, qu'on soit partenaire comme l'ARS, mais aussi tout le secteur social et médico-social, c'est l'enjeu aujourd'hui de ces prises en charge des patients âgés, polypathologiques, le maintien à domicile. Je veux dire, il faut mettre tous les acteurs autour de la table et c'est comme ça qu'on arrivera à diminuer. C'est qui, Luc Duquesnel, l'interlocuteur de l'Agence régionale de santé pour les médecins libéraux? C'est l'URPS? Très clairement, c'est l'URPS. Et ça marche? Sur les régions, oui, ça marche. Alors, quand j'ai dit que c'était dépendant des DGRS, ça peut dépendre aussi dans certaines régions. On nous dit qu'elles sont, on est observateur attentif, mais on nous dit qu'elles sont un peu faibles. Et d'ailleurs, ça me permet d'ailleurs de dire également le diagnostic que fait le directeur de la RS Île-de-France. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement une sorte de perte d'influence, en tout cas de visibilité des agences régionales de santé? C'est ma question. URPS et agences régionales de santé. En d'autres termes, est-ce que les interlocuteurs seraient un petit peu affaiblis en ce moment? Alors,
franchement, là-dessus, c'est toujours suspect quand on commence une phrase par un adverbe comme franchement ou honnêtement, mais les psys se régalent. Mais là-dessus, je en parlais. Cette question, au fond, pardon, mais m'intéresse assez peu. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on est dans un système... Mais votre réponse m'intéresse beaucoup. Mais je vais y répondre. C'était une bonne question, pourtant. Mais bien sûr, je ne vais pas me fâcher de bon matin, mais ce qui est sûr, et c'est pour répondre à votre question, c'est qu'on est tous cloisonnés. Je veux dire, personne ne peut dire l'administration est totalement cloisonnée, mais par contre, dans le monde des professionnels de santé, alors là, tout le monde se parle, tout ça est parfait, etc. En Île-de-France, par exemple, y compris la structuration des URPS, etc. Ou même, quand je faisais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la mission que la ministre m'avait confiée au printemps, et j'ai été conseiller social du Premier ministre, donc j'ai un peu l'habitude des organisations professionnelles, mais dans le monde de la santé, la fragmentation des organisations professionnelles, et je ne parle pas des syndicats, de médecins, mais dans tous les champs, est sidérant. Donc ce cloisonnement ne peut pas produire de la prise en charge coordonnée aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Enfin, c'est physique, si je puis dire. Et donc le cloisonnement, et je réponds à votre question, dans le champ public, il est aussi qui est responsable, le truc à combattre. Mais qui est responsable? Et donc, pour répondre à votre truc, la question de savoir si c'est au premier plan les ARS, si c'est l'assurance maladie, moi je redis, comme le disait tout à l'heure le docteur de Quesnel, c'est un truc qui est très dépendant des personnalités et des lieux. Moi, je pense... Oui, mais c'est inquiétant quand même, Aurélien Rousseau, si c'est dépendant. Enfin, franchement, mais non, mais on est dans le monde de la santé. Oui. Dire que c'est inquiétant que les choses dépendent des gens... Non, mais vous avez des instructions. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons, nous, apprendre à ce que la complexité du système public, elle ne repose pas, et ça ne soit pas aux professionnels de la gérer et de la dénouer. Donc ça veut dire que notamment notre coopération quotidienne avec l'assurance maladie, elle doit être encore plus organique. C'est amusant parce qu'on parle du RPS, vous nous parlez de l'assurance maladie. On n'avait pas encore parlé de l'assurance maladie, mais on va en parler. Comme quoi, c'est un vrai sujet. On pourrait parler de la PHP aussi pour vous, parce que vous avez des mastodontes en Ile-de-France. C'est un vrai sujet dans le sens où, quelle est la question qui était posée, c'est quel est l'interlocuteur, est-ce que l'ARS est l'interlocuteur? Moi, je n'ai pas de problème à dire que sur certains sujets, l'ARS est chef de file, sur d'autres, l'assurance maladie. Quand on doit déployer le DMP, ceux qui voient les médecins, c'est plus les délégués de l'assurance maladie ou les délégués au système d'information. Et quand on doit déployer des solutions, par exemple Terri-Santé, plus portées par l'ARS, ben, on ne va pas faire les deux types qui vont défiler chez le médecin. Il faut qu'on arrive à se coordonner. Pascal, prenons un cas concret. Juste oui. Un mot. Je n'ai, moi, pas de problème. Je ne crois pas qu'il y ait un changement de focal en disant les ARS sont au second plan. Voilà. La mission qui nous est donnée, et elle est très claire, c'est qu'on soit à l'appui de la dynamique territoriale. Vous avez quand même noté que vous étiez, enfin les ARS, pas vous nécessairement, même si vous personnalisez beaucoup le fonctionnement de vos administrations, que vous avez été, comme dans la dernière période, très critiqué. Et d'ailleurs par les gouvernements eux-mêmes. Les ministres elles-mêmes vous ont souvent beaucoup critiqué. Enfin, c'était ma remarque, et je voudrais bien aussi avoir l'avis du médecin. Moi, la critique, d'abord, ce qui nous est demandé, c'est de changer, comme c'est demandé à tout le monde, de changer au service d'un projet qui est plus structuré. Qu'on soit critiquable, ça ne fait aucun doute, et c'est même assez rassurant. Qu'on soit obligé, il faut qu'on s'améliore, ça ne fait pas de doute, mais je pense que le niveau de confiance du gouvernement, enfin, quand vous regardez le plan Ma Santé 2022, je ne vois pas qui peut assurer son déploiement du point de vue de l'organisation de l'État
ça repose et ça pivote en grande partie sur les ARS et sur leurs liens extrêmement soutenus. Alors justement, si on prend un cas précis, ce sont les CPTS. Tout le monde en parle, les communautés professionnelles territoriales de santé. J'y suis arrivé. Et on a l'impression que ça va être la solution un peu magique sur les territoires. La permanence des soins va être résolue. On va coordonner les soins. Enfin bon, il y en a 1000 attendus. Il y en a 200 et 100 en Normandie. On ne voit pas très bien, il y a eu un rapport de l'IGAS sur les CPTS. On ne voit pas très bien comment ça va se mettre en place. Alors, il va y avoir des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie. Comment vous voyez concrètement, Aurélien Rousseau et Luc Decanel, vos relations pour mettre en place cette organisation, cette gradation aussi sur le territoire des soins? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le changement d'approche sur les CPTS, il est de dire qu'on doit renverser la présomption d'innocence. Si des professionnels de santé ont discuté ensemble, ont fait un diagnostic sur leur territoire et ont des propositions à faire pour se coordonner dans la prise en charge du parcours du patient, alors nous sommes en face d'une CPTS. Mais il faut un cahier des charges. J'y viens. Mais nous sommes en face d'une CPTS. La question ensuite du financement et des apports sur les projets que conduira cette CPTS, c'est précisément un des sujets qui sera dans la négociation conventionnelle. Il faut sans doute un socle de compétences, si je puis dire ainsi, à déployer. Les sujets, ils sont dans le paysage. Il y aura, c'est pas à moi de préempter la négociation conventionnelle, mais là aussi, ça peut être, à mon sens, il peut y avoir un socle et des modalités extrêmement différentes. Il y a des endroits où les professionnels qui se regroupent, ils ont envie de travailler sur la prévention, sur l'éducation thérapeutique. Il y a des endroits où ça ne sera pas le point au centre du jeu. Mais ce n'est pas le sujet, l'éducation thérapeutique dans les CPTS, c'est la permanence des soins, c'est la coordination, non? Ça va être un petit peu comme chacun veut? Non, parce que justement, il y aura, c'est ce que j'essayais d'indiquer, c'est la négociation conventionnelle qui le dira, et donc la lettre de cadrage que la ministre adressera au directeur général de l'assurance maladie. Il y aura des fonctions et des fonctions socles, et puis il y aura du déclenchement sur des options, des éléments plus optionnels. Mais à la fin du jour, aujourd'hui, à la RS Île-de-France, on a un document pour, comment dirais-je, appuyer les professionnels à la constitution des CPTS. Il fait une centaine de pages. C'est beaucoup, oui. Le but, et c'est ça le changement, c'est que à la fin du jour, les grands principes de ce qu'est une CPTS, sur quoi ça tienne sur quelques pages pour être beaucoup plus partant de ce qui se fait et de ce voilà. Après, quand vous allez faire cette réduction? C'est en ce moment qu'on en discute, mais évidemment cette réduction, la négociation conventionnelle, elle devrait aboutir autour de l'été prochain, je l'espère. Et en même temps, nous, on ne peut pas, et les professionnels ne veulent pas attendre, donc on est prêt et on sera prêt à engager d'ores et déjà des financements dès janvier avec des crédits FIR, avec des crédits du Fonds d'intervention régional. Mais il faut qu'on se coordonne évidemment pour que... Vous avez un exemple, Monsieur Rousseau, à nous donner sur votre région de CPTS qui pourrait voir le jour rapidement? Mais on en a tous les jours. Ah bon? On en a tous les jours des CPTS qui se discutent avec des professionnels qui veulent monter. Après, mais on peut aller en voir une. On peut aller en voir une ici. On va se déplacer. Mais on part, on prend tout à l'heure le métro, on y va tous ensemble, ou le RER, on y va tous ensemble. Alors on va où? Il y en a à Paris. Il y en a à Paris même, mais ça peut prendre des formes très différentes. Je vous donne un exemple. Il faut les structurer. Oui, je voulais comprendre la mécanique. Non, mais Aurélien Rousseau, il faut les structurer quand même. Pour l'instant, il y a un grand flou quand même. C'est votre métier, c'est votre mission. Il y a beaucoup de professionnels qui se sont organisés. Moi, ce que je veux dire, c'est que la CPTS, son objectif ultime, ça n'est pas 4 murs et une maison ou tout ça. La coordination, elle va passer par des modalités qui ne sont pas forcément l'aboutissement dans la maison de santé. Il ne faut justement pas qu'on soit, dans un truc où, à vouloir la perfection, on monte des coquilles vides. Et donc ça doit partir, et les CPTS, elles vont grandir aussi. Peut-être qu'à la première année, elles se donneront des objectifs limités en termes de coordination, et puis elles vont grandir. Et c'est ça aussi qu'il faut laisser faire. Et pardon, mais il ne faut pas être là aussi dans l'injonction contradictoire. Moi, je me balade partout en Île-de-France. Il y a des endroits, je vois des maisons de santé, j'étais l'autre jour à Torcy, qui font un boulot remarquable. Eux, ils considèrent qu'aujourd'hui,
CPTS, ça n'apporte Oui. pas de trucs en plus. Alors, mais Luc- le problème, Luc il n'y a pas Ducanel. de problème à ça. Voilà. Alors, vous avez écouté attentivement le directeur général de l'ARS Île-de-France. Quel est votre sentiment vous connaissez bien les CPTS. Comment ça peut réellement avancer et dans les relations avec les ARS en général? Et pour celles et ceux qui nous regardent, simplement pour Luc Duquesnel, il connaît bien aussi les maisons de santé, parce que quand on regarde ce qu'il fait en Mayenne, c'est énorme, cette maison de santé que vous avez montée, non? Luc Duquesnel connaît tout. Non, absolument C'est pas un tout. principe. Donc, Non, c'est une maison c'est de la santé. raison pour laquelle nous l'avons Non, invité. mais justement, par rapport le lien avec les CPTS, je suis créé mais c'est un projet de 11 ans, une maison de santé pluridisciplinaire multisite sur un territoire rural de 40 000 habitants. Donc multisite, on a gardé le maillage territorial, mais en effet engagé dans les nouveaux modes de rémunération, le PARPA, l'article 70, on fait les alternatives à hospitalisation, prépare les sorties complexes, et on a refusé le 3 juillet de signer et d'être la première CPTS des Pays de la Loire, et je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi. Ah oui, faudrait que vous le disiez. Savoir que les CPTS, surtout au niveau de la CCMF, on a travaillé activement sur l'écriture du décret. Au départ, on était quand même sur des communautés de services publics. Hein. C'était bon, alors même, c'était pas tout à fait le même sens. Dans hein, la loi de Marisol Touraine. Tout à fait. Donc après, aujourd'hui, moi je suis surpris par le terrain. Alors en effet, comme on a eu pour les maisons de santé pluridisciplinaires, des acteurs, des leaders et qui partent et des CPTS qui fleurissent, je trouve que c'est un peu la course à l'échalote, et tout particulièrement de la part de certaines ARS aujourd'hui, où finalement il faut afficher des CPTS, et quand on a un DG ARS et qu'on n'a pas de CPTS dans sa région, on se dit, bon sang, je ne suis pas très bon, surtout quand il y en a 60 en Normandie, même s'ils les ont réunis, ça reste une petite région. Et finalement, on parle peu du contenu. Pourquoi faire une CPTS? Or, je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu, on a un alignement des planètes pour dire qu'il faut se réorganiser au niveau des territoires. C'était partagé, voilà, les gouvernements, les ARS dans nos régions, il y a un moment qui nous le demandait. Je crois qu'entre autres, le premier recours, tout particulièrement les médecins généralistes, pour différentes raisons, au moins deux principales, leur problème de démographie médicale, où seuls ils ne peuvent plus répondre aux demandes de soins de la population du territoire, puis aussi la population, elle a changé. Moi, il y a 30 ans, quand je me suis installé, je faisais avant tout des pathologies aiguës. Maintenant, je sais pas... Alors, sur le constat, on est d'accord, mais comment? Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est fait une CPTS, mais je crois qu'une CPTS, après ça, voilà, à nouveau, on revient à la méthodologie. C'est quoi les besoins du territoire? C'est quoi les besoins du territoire? D'abord, c'est quoi le constat? Je veux dire, accepter de dire c'est quoi les problèmes de l'hôpital avec son service d'urgence, c'est quoi nous, parce que moi j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est parfait, c'est pertinent, que je prends en charge, enfin quand je dis c'est collectivement les 23 médecins généralistes de ma structure, mais n'empêche que le service d'urgence, il est plein. Comment faire? Qui doit être le leader? Comment avancer? Comment ça va se mettre en place, CPTS, concrètement? Et d'un dans autre côté, les relations avec CPTS, c'est pour ça qu'on l'a dit, il y a aussi des CPTS qui existent depuis plusieurs années et sans le savoir. Quand on est engagé avec les établissements soins professionnels de santé libéraux, avec le deuxième recours, la médecine libérale de deuxième recours, les établissements de soins, les établissements médico-sociaux, dans des actions sur le terrain, on a fait des CPTS, on ne le savait pas. C'est-à-dire on a mis en place des projets de santé territoriaux. Parce qu'en fait, c'est le mot territoire, je crois, qui est important dans tout ça. Alors, mais c'est inégal. Dans certains territoires, ça marche, dans d'autres pas. L'idée aujourd'hui, c'est que pas ça plus mal devienne... que ce soit inégal, je vais vous dire franchement. Non, mais parce ça qu'en marche effet, partout, quoi. l'an prochain, on va attaquer une négociation en ACI pour les CPTS. Je vais vous dire que si tout le territoire est couvert par des CPTS, ce n'est pas prévu dans l'ONDAP 2019. Hein. Parce qu'il y aura, il y aura des financements nécessaires, donc c'est comme si tout le territoire était couvert par des maisons de santé pluridisciplinaires. Par contre, je pense qu'un des enjeux, ça va être de savoir si, au travers de ce qu'on a vu pour les maisons de santé, on va dire c'est 10 à 15% des professionnels de santé libéraux. Est-ce que les CPTS, ça peut être avant tout aussi ces professionnels-là? Aujourd'hui, il y a l'article 51, on est en train de travailler sur des nouveaux modes de rémunération, l'abandon du paiement à l'acte, sur éventuellement une rémunération à la performance. Mais est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, comme nouveauté, dérogatoire et tout, est-ce que ça ne s'adresse pas aux mêmes professionnels et tout? Est-ce qu'on n'est pas toujours sur la même cible? Peut-être plus 15%, mais 20 ou 25% des professionnels de santé libéraux, mais ça veut dire qu'il va quand même en rester 80 sur le plan national. Alors, Luc Duquesnel, comment on fait pour que ces dynamiques se répartissent sur l'ensemble des professionnels et l'ensemble du territoire? Sur 5 ans peut-être, mais on ne voit pas bien le starter. Est-ce que c'est les professionnels? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'ARS? Est-ce qu'il faut un chef de projet concrètement? Comment va ça? Chef de projet, il faut, mais là aussi, ça existe déjà. Il y a des ARS qui financent avec les URPS des chargés de mission pour nous accompagner, parce qu'en effet, 1, on ne sait pas faire, 2, on n'a pas le temps.
Donc on est d'accord, je veux dire, bon, il y a quand même plein de bonne volonté sur le terrain pour se réunir et travailler, et je veux dire, avec les autres acteurs du territoire, définir des actions. Mais je vous dis, on n'a pas appris ça. Même mes études de médecine, ça n'en faisait pas partie. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Et donc, à partir du moment où on est accompagné et qu'on nous donne des perspectives. Même travailler avec les pharmaciens, par exemple, ça, vous n'êtes pas contre? C'est évident. Ah bon? Attendez, on avait eu le sentiment que l'actualité nous montrait que vous n'étiez pas... Non, c'est une provocation. Non, c'est une vraie question fondamentale. Après, alors, ça rejoint un autre sujet, c'est que finalement, il est plus facile de travailler, moi, avec les pharmaciens et les infirmières sur mon territoire ou dans ma région, qu'au niveau national, en tant que représentant d'un syndicat national. Je veux dire, on est plus dans des postures. Je pense que sur le terrain, on est beaucoup moins dans des postures. Très clairement, et en effet, on est obligé de tenir compte de plein de situations, et après ça, je veux dire, on avance dans l'exercice coordonné. Demander d'emblée à des gens qui sont sectorisés, on parle de silos, on parle des établissements de soins, de l'ambulatoire, du médico-social, mais même au niveau de l'ambulatoire, les professionnels fonctionnent en silos. Donc quand ils ont déjà avancé, en effet, moi, le bilan de médication du pharmacien, il est important pour moi. Savoir que, moi je ne savais pas, le dernier courrier du service de psychiatrie date d'il y a 25 ans de mon patient. Je ne connais pas le traitement qu'il prend. Savoir ce qui est donné en automédication par les ibuprofènes pour ma personne âgée qui déclenche l'insuffisance rénale. Mais pas lui permettre de prescrire. Hein. Chaque chose en son temps, je veux dire, on avance pas à pas. Oui. On vous aurait cru peut-être plus innovant, vous, Luc Quesnel, sur ce sujet. J'ai repris ce que vous dites, notamment chez nos excellents confrères du quotidien du médecin, que je salue. Vous disiez effectivement que vous étiez tout à fait pour les coopérations, pour les transferts de tâches, les réorganisations pluriprofessionnelles. Et puis là, on vous voit non, mais je peux vous dire que sur le terrain, je veux dire, aujourd'hui, on fait des formations pluriprofessionnelles sur les AVK, sur le suivi des AVK. Moi, c'est les infirmières qui gèrent les INR. C'est avec une éducation thérapeutique individuelle faite par les pharmaciens. Et on fait nos formations ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice coordonné, ça ne se décrète pas du jour au lendemain en claquant dans les doigts. Luc de Quesnel, on en parle depuis des années et des années. Pascal, on ne claque pas des doigts, là. Qu'est-ce que veulent... Vous allez répondre parce que vous allez voir, on a une chose importante, c'est le sondage auprès des Français. On en fait à chaque réunion, à chaque contrepoint de la santé. On a réuni les questions sur l'organisation sur le territoire, et Odile Peixoto de BVA va nous donner les enseignements des différents sondages qu'on a fait au cours des derniers mois, et vous pourrez réagir. Et c'est le point de départ. Qu'est-ce que veulent les Français ? De la proximité. Et ensuite également, Renaud Degas nous donnera les questions de la salle. Absolument. Alors, Odile, on vous écoute. On a compilé les résultats qu'on avait posés en juin 2018, où on leur parlait déjà des mesures annoncées du plan santé 2022. Et parmi les 10 mesures phares qui avaient été testées, on voyait arriver en tout premier lieu, avec 77% comme la mesure la plus intéressante, c'était le développement des soins de proximité. Ça arrivait devant le reste à charge. Et avec une constance têtue, quand le plan santé 2022 a été annoncé, on leur a redemandé, parmi les mesures du plan santé, on leur en avait donné 6 les plus emblématiques, on leur avait dit laquelle vous semble la plus urgente à mettre en place. Et nous avions 2 dimensions qui sortaient en tout premier lieu, les hôpitaux de proximité qui arrivaient en tête, et ensuite l'équivalent des CPTS. Alors on ne l'avait pas posé comme ça parce que les Français ne savent pas ce que c'est. On avait alors qualifié ça, pour tout vous dire, on avait dit des soins, alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, des équipes de soins primaires en réseau, médecins, kinés, infirmières en libéral, maison de santé, hôpital local, pour rendre les parcours patients plus fluides. Et là, on avait 70%. Donc, on a les mêmes chiffres, ça arrive en premier lieu. Donc, on voit bien que ça correspond à une attente forte, ces CPTS de nos concitoyens, bien avant la téléconsultation, bien avant le reste à charge zéro des forfaits optiques ou prothèses auditives. À condition cependant, ça c'est nos études Cali qui nous le montrent, parce qu'ils voient dans ces CPTS l'alliance de 2 choses qu'ils ont envie de marier, c'est à la fois les atouts d'une médecine moderne, de l'imagerie médicale, la possibilité d'avoir un rendez-vous rapidement, une offre plurielle de soins primaires, voilà, ça les séduit beaucoup, mais aussi associé à la dimension humaine du soin. Avec des professionnels qui connaissent, avec qui ils créent une vraie relation, etc. Donc il y a bien cette association qui crée vraiment quelque chose de très intéressant. Alors les nouvelles technologies vont permettre d'accompagner aussi ça. Les nouvelles technologies, ce n'est pas vraiment une attente forte. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement être soignés très bien près de chez eux.
Mais néanmoins, ils sont tout à fait ouverts. Ils voient bien qu'aujourd'hui, le système est un petit peu bloqué et ils sont tout à fait preneurs. On voit aujourd'hui, par exemple, que 29% des Français prennent rendez-vous en ligne sur les plateformes comme Doctolib, tandis que les médecins pensent que seulement 10% des Français le font. Donc, vous voyez, les médecins, ils ne sont pas tout à fait encore au courant des pratiques de nos concitoyens. Donc la téléconsultation, les services en ligne, tout ça, c'est considéré un peu comme des atouts d'une médecine moderne. Ce n'est pas attendu par les Français, mais ils seront ravis d'en profiter s'ils peuvent effectivement accéder à des soins de proximité plus facilement. Oui, on voit bien, enfin, on a parlé déjà, mais l'importance de soins de proximité quand même, 70% des Français. Comment vous réagissez? Alors, c'est un constat que vous connaissez, mais qui est très important. Comment faire en sorte qu'on ait un médecin proche, surtout à Paris, en Ile-de-France, donc premier ou deuxième des aires médicales? Je pense en effet que ça revient très fort, et évidemment, le soin de proximité, le soin de premier recours, en tant qu'il est aussi la possibilité derrière d'avoir accès à toute la gradation des soins. C'est les deux trucs. Et là-dessus, je trouve que c'est ça, et vous avez employé le mot d'alignement de planète. Moi, j'aurais envie d'employer le mot aussi de maturité du système. Il y a un truc où il y a une fenêtre qui s'est ouverte, on ne doit pas la rater. Je dis souvent en souriant, ou je pense souvent en souriant, y compris certains des points que le président de la République, dans son discours le 18 septembre, a dit sur l'exercice isolé, etc., ça n'aurait pas été reçu de la même manière il y a 2 ans, tout simplement, pour des motifs très différents. Donc il y a bien quelque chose où on a une maturité du système, et il faut se projeter très vite. Et c'est pour ça que je vois bien les CPTS, moi j'ai envie de dire, tout ça, c'est pourquoi faire. La question, elle est qu'aujourd'hui, on sait que c'est la prise en charge coordonnée du patient qui va permettre de rendre le meilleur service au patient et de le soigner le mieux possible. Coordination dans sa prise en charge primaire et coordination dans son parcours de soins. C'est les deux dimensions du truc. Et moi, je considère qu'une CPTS, le premier sujet, c'est celui qu'évoquait Luc tout à l'heure, c'est d'être sûr que ceux qui se sont regroupés porter un projet, ils ont regardé autour d'eux, ils ont fait un diagnostic. S'il y a un hosto, ils ne font pas comme s'ils ne l'avaient pas vu. S'il y a, y compris du médico-social, on ne fait pas comme si on ne l'avait pas vu. On a réfléchi au diagnostic et à partir de là, on a décidé de s'organiser. Pour moi, une fois que cette case est cochée, c'est à nous de nous démerder, ARS, pour qu'on puisse accompagner ces professionnels-là. Luc Ducanel, vous avez décidé? Vous pensez que tous les professionnels de santé, médecins et autres professionnels de santé ont décidé de s'organiser? Non, je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont c'est abordé dans certaines régions, moi je remarque tant au niveau de nos cadres syndicaux et des médecins de terrain, tout particulièrement pour les médecins, aujourd'hui certaines réticences, parce que finalement, on veut les amener à créer d'emblée une CPTS, et je veux dire, mais pourquoi? C'est quoi ce machin? Ça va être encore du travail administratif. Pourquoi faire une CPTS? Alors que finalement, on part pas de... et c'est vraiment aucun problème de méthode, parce que finalement, la cible, on la connaît. Demain, ça s'appellera une CPTS. Mais on commence pas par leur parler de CPTS. C'est quoi ce machin? Bon, vous l'avez dit au début. Bon. Et donc, quelque part, après ça... On commence par leur parler de quoi, alors? Je veux dire, des problématiques d'accès aux soins, ce qui préoccupe les usagers. C'est quoi? Faire le constat, parce que d'un autre côté, moi je vous dis, je suis persuadé que tout ce que je fais au quotidien, c'est comme il y a 30 ans, c'est bien. Mais on pensait, enfin, à écouter M. Rousseau, on pensait que les constats avaient été faits, que vous étiez devenu mature, que le temps était venu. Vous avez dit que le temps est venu. Est-ce que... C'est pas qu'un problème de maturité. C'est quoi les Non, mais très souvent, si on part par exemple sur les problématiques de soins non programmés, les problèmes d'urgence, eh bien aujourd'hui, quand je vois par exemple avoir les éléments qui nous permettent de réfléchir, quand je vois le travail qu'a fait l'ARS Île-de-France, je veux dire, tous les éléments d'analyse qu'on met sur la table, qu'on partage ensemble, c'est ça qui va permettre de déclencher les bonnes actions pour répondre aux soins non programmés. Non, ce que j'aimerais, c'est que les ARS elles partagent plus de choses entre elles. J'ai souvent fait ce reproche depuis un certain nombre d'années. On a l'impression, je veux dire, chaque ARS est dans son coin. Donc chaque ARS, elles font des choses bien et tout. Je veux dire, on partage rien, comme s'il y avait une concurrence entre elles. Alors, et que finalement, il était urgent de ne pas partager, de ne pas faire profiter les autres ARS de ces expériences. Luc Ducanel, alors vous partagez avec vos collègues? Oui. Vous êtes un tout nouveau, mais tout jeune directeur d'ARS. Vous êtes bien coordonné?
Vous réunissez tous les combien au ministère? Je n'ai pas dit qu'ils ne se réunissaient pas, parce qu'ils se réunissent. On a un collectif qui fonctionne. Je veux dire par là il y a entre les réunions et un collectif qui fonctionne, il peut y avoir des différences. On a un collectif des DG d'ARS qui fonctionne. On se voit tous les mois pendant 2 jours on voit la ministre, etc. Donc cet exercice existe. Après, je suis évidemment convaincu qu'on doit plus partager et qu'on surévalue chacun les spécificités de nos régions. Et c'est vrai que nous, l'ARS Île-de-France, on est vu comme quelque chose de très particulier, mais au fond, quand on regarde dans les faits, notre quotidien, il ressemble quand même furieusement au quotidien de nos collègues. Et donc après, la question, elle est de trouver ce point d'équilibre dans le déclenchement et dans l'envie des professionnels de travailler ensemble. Moi, je pense vraiment que le premier truc, c'est celui du diagnostic, pas le diagnostic éthéré, le diagnostic territoire par territoire. Parce que c'est pas pareil partout. L'engorgement des urgences, il n'a pas les mêmes motifs partout. Voilà. Il y en a, c'est le sujet des lits d'aval, il y en a, c'est le sujet de l'organisation des libéraux. Enfin, donc, il faut qu'on regarde ça territoire par territoire. Et dès cette étape-là, il faut que les professionnels sachent qu'ils peuvent obtenir des données, des éléments qu'on partage. Et après, leur mode d'organisation, on a des objectifs en termes de création de CPTS, mais on a surtout l'objectif de fond, c'est de faire progresser la coordination. D'accord. Pascal. Oui. Alors, on va parler hôpitaux, mais simplement... Hôpitaux de proximité, oui. Oui, absolument. Mais juste avant, Philippe, vous partagez quand même les uns et les autres, ou l'un et l'autre, que les grands sujets qui se posent à toute la France, dans toutes vos régions, c'est les urgences médicales, ce que font les libéraux dans les urgences et aussi la santé mentale. Et il y avait une forte faiblesse, mais je voudrais avoir votre analyse, vous le spécialiste de sciences politiques, vous êtes également enseignant en sciences politiques, ou en tout cas à Sciences Po, je l'ai vu. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que la réforme présentée par le président Macron et Madame Buzyn manquait un peu d'analyse sur la psychiatrie, la santé mentale, etc. Est-ce que vous partagez mon sentiment ou pas ? Le président, le 18, a fait un discours. Dans la foulée, la ministre a fait un discours où elle a présenté les orientations sur la santé mentale. Donc personne n'a de doute sur le fait que c'est un des sujets majeurs aujourd'hui, que ce soit dans le secteur hospitalier ou en ville. Alors, la question... on ne ratera pas la santé mentale, on ne ratera pas une politique de santé mentale. Non, vous avez le sentiment qu'on va dans le bon sens. On voit rien. Ce que je vois, moi, je connais aussi le milieu hospitalier, c'est la grande souffrance du milieu hospitalier en termes de santé mentale, et puis l'absence d'acteurs sur le terrain. Moi, je suis dans un département, rendez-vous consultation de pédopsychiatrie, c'est 1 an. Vous voyez, quand vous avez des situations aiguës, bon voilà. Donc finalement, on est tous complètement dépourvus. Et moi, en tant que médecin traitant, médecin généraliste, mais il est vrai que c'est des prises en charge qui sont hyper complexes et on imagine toutes les retombées que ça peut avoir sur les familles, sur les aidants. Et c'est vrai que la santé mentale, aujourd'hui, est un parent pauvre. Oui. Il fallait quand même que ce soit dit ici à cette tribune. Tout à fait. Alors, sur les hôpitaux de proximité, c'est la question que Pascal aussi voulait vous poser. Est-ce que c'est une bonne idée et comment ça va se mettre en place sur les territoires? Alors, il faut attendre une loi pour définir ce qu'est un hôpital de proximité. Mais est-ce que dans la gradation des soins, le fait que des médecins libéraux pourront travailler à l'hôpital de proximité, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, Luc Duquesnel, et vous, au niveau de l'ARS, est-ce que vous allez laisser la main à la PHP et aux cliniques, ou est-ce que vous allez intervenir? Oui, c'est ça. Et on a noté d'ailleurs que le président de la République, pas plus tard qu'hier, a rappelé qu'il fallait que l'État soit dans toutes les régions, qu'il y ait des services publics. Est-ce que c'est dans cette même logique, finalement, les hôpitaux de proximité, en d'autres termes, s'inscrivent-ils dans cette logique de présence des services publics dans chaque territoire? Alors, Luc. Premièrement, il faut savoir de quoi on parle. Les hôpitaux de proximité, ce n'est pas seulement les anciens hôpitaux locaux ou n'importe quoi. Je veux dire, ces hôpitaux de proximité, entre autres, sont concernés des hôpitaux qui aujourd'hui ont un service d'urgence, une maternité, des blocs de chirurgie qui, demain, peuvent devenir des hôpitaux de proximité. Ce qui veut dire qu'à l'échelon d'un GHT, quand je vois aujourd'hui, on a déjà du mal à se mettre d'accord pour savoir qui va laver le linge, la pharmacie, le labo, parce que c'est ça, je veux dire, les GHT aujourd'hui, normalement, c'était pour, moi je vois sur mon département, c'était pour écrire un projet de santé territorial. Et d'ailleurs, c'est un lien, on n'en a pas parlé là, il y a un lien avec les CPTS. Hein, je le dis juste là pour ne pas oublier de le dire, c'est qu'un des sujets qui explique certaines réticences des professionnels de santé libéraux à intégrer d'autres
professionnels, que les professionnels de santé libéraux au niveau des CPTS. Si vous faites venir un établissement de soins qui est déjà à la tête du GHT, qui vient dans votre CPTS, et un jour il va y avoir une gouvernance dans la CPTS, hein, parce que ça sera une CISA, il y aura même un ACI, et que c'est celui il n'y aura pas le choix pour rémunérer les professionnels. Absolument. Dans les actions, faudra C'est être sur les CISA. sigles que je tique. Non, oui. Et donc, si en même temps c'est celui qui est à la tête du GHT, qui est à la tête de CPTS, moi en tant que médecin généraliste et libéral, ça ne va pas trop m'emballer sur le terrain. Je reviens à la question des hôpitaux de proximité. Là, vous pourrez travailler dans les hôpitaux. Mais là, je vois de proximité. aujourd'hui, sur le terrain, aujourd'hui, les GHT, c'est aussi la guerre entre les hôpitaux. Quels sont ceux qui vont perdre certaines activités et tout. Donc, on n'en est pas à savoir si demain, je vais aller travailler dans l'hôpital de proximité, quels sont les établissements qui vont abandonner des activités, développer plus la gériatrie, éventuellement la santé Vous sentez mentale. que dans les GHT, il y a une vraie restructuration, une vraie réforme des hôpitaux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Enfin, c'est difficile, mais... À terme, c'est ça pour le moment. Mais quand je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un début de projet de santé, alors d'un autre côté, je trouve ça bien puisqu'on n'y est pas associé. C'est vrai que le jour où on va faire un projet de santé... Vous êtes sévère sur il n'y a pas l'ombre de début de projet de santé. C'est vraiment la volonté... Il y a beaucoup d'endroits où il y a... Non, mais je veux vrai dire, c'est la cible. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, ils en sont... je veux dire, c'est réunir le... Non, mais attendez, ça veut dire que c'est pas simple. Que nous serions organisés libéraux sur le terrain, c'est pas simple. Mais ce qui me rassure, c'est de voir qu'à l'hôpital, c'est pas simple non plus. Alors qu'en plus de ça, ils ont une administration. Nous, les libéraux, on n'en a pas. Mais je veux dire, c'est regrouper les labos, regrouper toutes ces mutualiser des moyens. Voilà, ça passe par là. Et une fois que ça sera fait, et bien après ça, je veux dire, ça sera quoi le projet de santé territorial? Et ce que j'espère, c'est que ce projet de santé, le jour où ils vont se mettre autour de la table, les établissements de soins privés, les professionnels de santé libéraux, on sera aussi associés. Parce qu'à l'air écrire un projet de santé territorial, qui souvent c'est des départements, dans ma région du Pays de la Loire, tous les GHT, ce sont les départements. Le projet de santé d'un territoire qui n'associerait pas, ou qui ne concernerait que les établissements de soins publics et pas les autres professionnels de santé, c'est une hérésie, et là on va encore perdre du temps. Hein. Aurélien Rousseau, votre sentiment sur les hôpitaux de proximité et la montée en charge, après qu'on ait eu une définition par la loi? Dans l'hôpital de proximité, il y a à la fois celui qui sera labellisé et avec le mode de financement dédié hôpital de proximité. Et il y a aussi les fonctions d'hôpital de proximité. Il y a deux choses différentes parce que en Ile-de-France, j'allais dire, la PHP, c'est aussi l'hôpital de proximité. Pour aujourd'hui à Paris, la PHP est aussi l'hôpital de proximité. Donc là, ce dont on parle, c'est plus pour moi un outil qui nous permet de sortir de quelque chose où les évolutions, les restructurations, elles étaient subies de facto, que ce soit, disons les mots, par la contrainte financière ou le plus souvent aussi par le problème de la démographie et de l'attractivité médicale, et de se dire, est-ce qu'on est capable de construire quelque chose qui répond aux besoins du territoire, aux besoins aussi et aux envies exprimées par les professionnels, parce que le fait de pouvoir travailler un pied à la ville, un pied à l'hôpital, c'est aussi une revendication qui remonte très fort dans le fait de ne pas avoir une assignation dans le mode d'exercice. Et ensuite, c'est évidemment, tout ça ne peut fonctionner et ne fonctionnera que si on reconnaît une fonction aux hôpitaux de proximité qui, aujourd'hui, avec la T2A telle qu'elle est, n'est pas valorisée, à tous les sens du terme. Et à la fin du jour, l'hôpital de proximité, il s'inscrit à la fois dans le projet territorial, mais aussi dans la gradation des soins, qui fait que derrière une égalité de façade dans l'accès aux soins, qui était souvent le cas, en termes y compris de sécurité, on a vraiment la porte d'entrée dans un parcours. Ça peut paraître des mots. Ce que je crois effectivement, c'est que jusqu'à présent, les transformations qui ont été faites, elles l'ont été autour de deux données fondamentales qui sont la sécurité des patients, évidemment, et aussi les contraintes financières, et qu'on est capable maintenant d'injecter, si je puis dire, une approche beaucoup plus territorialisée avec les professionnels qui vont faire que les hôpitaux de proximité, ils ne vont pas non plus avoir la même tête partout. Voilà, mais je tiens beaucoup, alors en Ile-de-France, c'est moins un sujet quotidien, mais je tiens beaucoup à une approche, et ce que la ministre et le président l'ont rappelé chacun, mais il n'y a aucun service qui va être fermé ou coupé uniquement pour des raisons financières.
mais il n'y a aucun service qui doit continuer à fonctionner si les gens que nous sommes ici n'y enverraient pas leurs propres enfants se faire soigner. Vos relations Et avec... c'est ça le avant de sujet passer- aujourd'hui dont on peut parler. Et là aussi, c'est D'accord. un des symboles de maturité du système. Pas de, Avant de voilà. passer la parole à Renaud Degas sur les questions d'assistance, vos relations avec la PHP sont bonnes? C'est qui le chef? C'est vous? C'est Martin Hirsch? En Voilà. un mot. En un Excellente? Moyenne? Pas Je terrible? dirais, moi, excellente, parce que la PHP, c'est une chance inouïe. Et le défi devant lequel nous sommes et sur lequel nous travaillons, on y travaillait hier, on y travaillait ce matin, on y travaille ce soir, c'est de dire que la PHP, c'est le centre hospitalier universitaire de la région Île-de-France. Et vous entendez Il bien. doit aider à irriguer, à s'ouvrir, les- et sa transformation passe aussi par son inscription dans Merci. la région tout entière. Les questions des internautes avec Renaud Degas. Oui, vous avez parlé de maturité, vous avez parlé de fenêtres, vous avez parlé d'alignement des planètes. Comment faire pour que cet alignement des planètes qui a l'air de se dire, de se comprendre peut-être assez facilement, en tout cas plus facilement, entre ARS et médecins, puisse être compris et intégré par l'ensemble des professionnels de santé, car on voit bien quand même que dans les réactions, et cette question est toujours médico-centrée. Voilà. Comment l'ARS peut-elle faire pour embarquer tout le monde et que dans la fenêtre, il n'y ait pas que les médecins qui passent? Parce que on sent, même si M. Duquesnel disait que sur le terrain, il y a des coopérations qui se passent très bien avec pharmaciens, infirmiers, etc., dès qu'on veut structurer les délégations de tâches, les autorisations de vacciner, de faire quelques consultations, ça coince. Ça coince, voilà. Il y a une manifestation, je crois, le 20 novembre des infirmiers qui se sentent hors du système. Donc comment une ARS, pour gérer sans faire attention au national, peut faire pour embarquer tout le monde Les autres professionnels. dans cette dynamique-là de coopération? Il y a une deuxième question autour de l'hôpital des proximités, c'est assez lié, c'est qui des libéraux pourront intervenir dans les hôpitaux de proximité? Est-ce qu'il n'y a que les médecins ou est-ce qu'il y a aussi d'autres professionnels de santé? On préfère toujours parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure que de ceux qui arrivent à l'heure. On est dans plein de régions aujourd'hui. Il n'y a pas que l'URPS médecin qui travaille avec les ARS sur le regroupement pluriprofessionnel. Sur les CPTS, je veux dire, c'est les URPS infirmiers. Bon, après ça, donc, à des degrés, les deux principales professions concernées, c'est médecins infirmiers. Vous parliez du mouvement des infirmiers, ils ont avant tout un problème dans le cadre de leur négociation conventionnelle avec l'assurance maladie. Je veux dire, après ça, ça peut poser des problèmes existentiels. Mais aujourd'hui, donc, les autres professions, dans les discussions qui se font sur les CPTS, ils sont associés aussi bien sur le terrain qu'au niveau partenarial au sein des régions. Alors, je ne connais pas toutes les régions, mais en tout cas, ça a vocation à l'être. Pour ce qui est des transferts, on parle de transfert d'attaches, de délégations et tout, au travers de ce qu'on a pu voir dans le PLFSS. Moi, je vais prendre un exemple, je veux dire, on a besoin, quels sont nos besoins? On a parlé des CPTS, moi, dans les questions, c'était quelles sont les nouvelles technologies, est-ce que ça va vous aider? J'avais envie de parler des nouveaux, plutôt que les nouvelles technologies, des nouveaux outils. Il y a les assistants médicaux, les IPA. Moi, je suis dans une région, par exemple, il y a 30 IPA qui sont rentrés au mois de septembre. Infirmières de pratique avancée, c'est un vrai besoin sur le territoire. Et justement, ouais, moi, la cystite aiguë de la femme, je pense que dans mon pôle de santé, ça sera plus l'infirmière de pratique avancée que le pharmacien qui le fera. Bon, peu importe. Peu importe. En tout C'est un cas, élément de langage, je crois, la cystite. Hein. C'est une petite histoire. Mais avec mais je veux dire, de la c'est parce femme, que de de la la femme. femme. de la femme. mais c'est ce qui a été dit à l'Assemblée, donc je reprends les termes et tout, parce Oui, qu'après c'est bien ça, ce que je on a reprenais, tendance monsieur cibler, Duquesnel. cibler La cystite des de la patients femme, et le grand sujet des du pathologies. jour. Mais pour autant, ça montre aussi aujourd'hui quels sont les barrages qui peuvent exister. Bon, en tout cas, dans la région des Pays de la Loire, une seule université forme 30 infirmières de pratique avancée. Les 30 qui rentrent, c'est 30 infirmières hospitalières. Quel travail a fait l'ARS? J'ai interpellé mon DGARS parce que bon, il y a quand même des liens avec l'université. J'ai dit, attendez, nous on est le premier recours, on a besoin, on a des départements ruraux d'infirmières de pratique avancée Master 2 qui vont sortir dans 2 ans. Eh bien, il n'y en aura aucune pour le libéral dans la région des Pays de la Loire parce que c'est 30 infirmières hospitalières. Ben, je crois que ça, c'est un gros loupé. Bon, je crois qu'il y a une prise de conscience, un retardement. Donc voilà, mais vous disiez, ça ne se met pas en place. Si, on a des besoins, on les a exprimés, mais on ne va pas les avoir. Donc, on ne va pas mettre des assistants médicaux partout en place, parce que même s'il y a des besoins,
Sinon, il faudrait mettre des algécos, c'est aussi des problématiques immobilières. Je veux dire, il faut aussi penser à tous les freins qui existent. Bon, il ne va pas y avoir un grand matin, c'est nous permettre d'avancer progressivement, mais je crois que les gens sont dans des logiques. Ils sont d'accord, je veux dire, pour avancer, pour travailler ensemble, certains plus que moi. Je vous dis, c'est pas plus mal, parce qu'il va quand même falloir, au bout du compte, de savoir si l'ARS, si l'État, dans lequel l'assurance maladie, je veux dire, ça va nécessiter un investissement. Hein. Alors, Moi, dans des entreprises, quand on fait des transformations radicales, il faut investir à un moment. Aujourd'hui, j'ai aucune lisibilité sur les investissements qui pourront être faits, entre autres dans le cadre des négociations conventionnelles ACI, CPTS, entre autres. Sur le fait que ce soit trop médico-centré. Moi, mon exercice quotidien, si je balayais mon agenda, ça n'intéresse personne, moi un peu, mes filles aussi pas mal. Au quotidien, on travaille avec les autres professionnels de santé, avec les URPS, infirmiers, kinés beaucoup, parce que je pense que c'est un des très très gros sujets aujourd'hui. Voilà, donc et effectivement, on pourrait espérer que la coopération ou l'imbrication un peu organique soit plus forte. Moi, je crois là que si on s'en tient aux discussions nationales ou tout ça, on n'y arrivera pas. Ça va être la montée par l'épreuve. Voilà. Et donc simplement, il faut aussi aider et donner tous les outils pour que le jour où les professionnels voudront coopérer, ben, les outils soient là. C'est ça aussi. C'est une bonne transition pour notre dernière question. Absolument, sur les outils. Juste, pardon, oui, sur les pratiques avancées, parce que c'est un sujet majeur. Moi, effectivement, d'abord, il fallait structurer une offre de formation avec les universités. Effectivement, que la pompe soit engrainée plutôt par des infirmiers ou des infirmières hospitalières, ça peut se comprendre, mais quand on réfléchit à un système idéal, évidemment que l'infirmière de pratique avancée dans une maison médicale, ça pourrait être un des éléments clés qui libère du temps, qui fait que on a un service. Et voilà, après il y a les questions de financement. Moi je vais faire un témoignage personnel de 10 secondes. Il se trouve que j'ai passé plusieurs mois de ma vie en réanimation dans un grand hôpital. Et vous avez écrit un très beau livre. Voilà, dans un grand hôpital. Et vous avez l'air tout à fait en forme maintenant. Voilà. Et j'avais une infirmière de réanimation que j'ai retrouvée en visitant une MSP parce qu'elle a changé, elle est passée en libéral, etc. Je me dis, là, typiquement, c'était une excellente infirmière de réa. Voilà, elle est là, elle fait son job. Ça pourrait être, typiquement, là, ça aurait beaucoup de gueule si on arrivait à ce que ces gens-là... Voilà, après, il y a les questions du financement, des années de formation, de la cotation, évidemment, des actes, etc. Mais ce sujet, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est absolument... on sait que c'est un des éléments qui fait pivoter ou pas le système. Donc il faudra qu'on se mette... J'invite nos auditeurs et téléspectateurs à lire le très joli livre que vous avez écrit, à la fois très profond et également très fin, je crois, dans ses analyses. Il fallait le dire. Boucle d'or. Merci. Boucle d'or. Justement, vous avez parlé des outils, des nouvelles technologies. On terminera par là, Philippe. Oui. S'il n'y a pas de nouvelles technologies, tout ce dont on a parlé ne verra pas le jour. Il y a un rapport des pilotes qui avait mandaté la ministre sur la transformation du système de soins, Pont et Coury, qui fait un constat terrible, comme quoi ça ne marche pas, c'est une cacophonie, c'est pas interopérable. Alors, il nous reste 2 minutes. Au niveau des nouvelles technologies, au niveau des régions, est-ce que ça va descendre de l'État? Est-ce que ça va descendre de l'assurance maladie? Quel est les leviers que vous avez en 30 secondes chacun? Est-ce que c'est un sujet important? Oui. Comment? Moi, d'une part, pardon, il faut bannir le terme nouvelle technologie. Ancienne technologie, alors. C'est aujourd'hui un outil d'exercice coordonné voilà, donc ça, premièrement. Deuxièmement, oui, le bilan, il n'est pas grandiose, mais hier, je pense qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par Nicolas Revel et par la ministre sur la relance DMP. Du DMP. Après, le sujet majeur, pour moi, il est de prendre l'engagement que tous les professionnels de santé, ils sachent que les outils qu'on lance, on ne va pas en changer dans 2 ans, et que la complexité entre les systèmes d'information, c'est nous qui la gérons.
et tout ça doit être interopérable. Je ne dis pas qu'on y est. Vous êtes content? Alors, Je dis pas qu'on y est, Lionel sourit, mais je dis ravi. que c'est la ligne. En tout cas, nous, en Ile-de-France, avec le dispositif Terri-Santé, on l'a construit avec l'assurance maladie et on ne le déploiera qu'avec l'assurance maladie. D'accord, donc c'est Voilà. coordonné. D'accord. Luc, pour conclure? Oui, je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue parce qu'on a dit dans les organisations, on doit partir du terrain, des besoins, puis remonter vers le haut. Et là, je crois très clairement, le rapport de Dominique Pont et d'Anne Coury montre très clairement que on parle de quoi? On parle des systèmes d'information, parcours, exercices coordonnés, dont on a besoin tous ensemble pour travailler avec l'hôpital, le médico-social, l'ambulatoire. Et là, c'est un vrai loupé. Ces territoires de santé numérique où finalement, là, il n'y a pas une gouvernance nationale. On a laissé la bride sur le cou à chaque région, faites ce que vous voulez, il y a eu des dizaines de millions d'euros, et donc aujourd'hui on se retrouve avec chaque région qui peut avoir son système d'information d'exercice coordonné, qui d'ailleurs la plupart du temps ne fonctionne pas, parce que le but des prestataires qui ont répondu aux appels d'offres, ça avait été de bloquer les marchés, avec certains qui sont présents sur plusieurs régions. Ça ne fonctionne pas, des outils différents, ce qui fait que nos éditeurs de logiciels, moi mon éditeur de logiciels, métier médecin, qui n'est pas un petit éditeur, qui est le plus gros éditeur français, il me dit, mais vous croyez quand même pas que je vais faire des interfaces avec chaque région, chaque système d'information différent? Donc là, très clairement, c'est l'exemple que sur des sujets comme le système d'information d'exercice coordonné, le système d'information parcours, eh bien là, il doit y avoir une gouvernance nationale et qu'aujourd'hui, je pense que c'est le rapport, je veux dire, c'est les conclusions du rapport, c'est qu'il doit y avoir une reprise en main, parce que là, on a laissé le pouvoir et l'argent, en plus de ça, dans le TSN, c'est un gros budget. 80 millions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait une gouvernance nationale? Vous êtes pour aussi, pour conclure, sur pas les nouvelles technologies, mais les outils technologiques pour les médecins? Luc Duquesnel veut un État fort. Je le rejoins. Non, mais la gouvernance nationale, est-ce que ça veut dire un pilote unique? En tout cas, je ne sais pas répondre à ça aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas courir chacun dans notre couloir, parce qu'à la fin, sinon, c'est juste que ça ne sera pas un outil, et donc ça ne sera pas utilisé. Donc ce sera il faut qu'on Encore conclue. que pour gagner une course, il faut que chacun soit dans son couloir. Dites-moi, avant que... Non, Pascal, on conclut. Oui, mais qui a dit, je m'adresse aux deux, mais en particulier à Aurélien Rousseau, qui a dit le microbe n'est rien, le terrain est tout? Alors Pasteur, donc sans doute. Et pourquoi je cite ça? Pasteur, quand grande crise, maladie du ver à soie, la pébrine, la fin du 130e anniversaire. Et Pasteur a été requis à Alès, où il est venu passer plusieurs mois. Et nous terminons comme ça. Merci Alors, Philippe Leduc Pascal, de conclure. Pascal, pour conclure, donc, est-ce que vous vous sentez plus préfet? Est-ce que vous vous sentez plus préfet sanitaire ou facilitateur? Indéniablement, la réponse est dans la question. Voilà, facilitateur, mais avec grand plaisir. Le titre ne me fait pas peur par ailleurs. Alors, on va remercier nos partenaires, bien sûr. Merci à BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et en décembre, nous recevrons comme l'année dernière, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le 11 décembre. Donc, réservez sur vos agendas le 11 décembre, ici même, à 8h30. Les places seront limitées. C'est bien chez nous que tout se passe, Philippe. Absolument. Bon retour à tous, merci.